Alors avec grand plaisir, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire qui est le 15e webinaire que fait la FHP cette année. Donc beaucoup de plaisir de vous voir en cette fin d'année qui est un peu complexe au niveau de la situation politique, au niveau des incertitudes, mais ça n'empêche pas quand même de faire avancer un certain nombre de sujets de fond. Et c'est vrai que c'est le 15e de l'année aussi, ce dernier webinaire donc du cycle des webinaires sur le cycle RSE. Et pendant ce webinaire, on a souhaité aborder un sujet tout à fait central dans nos établissements, celui des achats et plus particulièrement les achats responsables. Donc tout au long de l'année, nous avons eu l'occasion, à travers ce cycle de webinaires RSE, d'explorer plusieurs thématiques importantes. L'adaptation au changement climatique, la CSRD, le paquet législatif Omnibus et plus récemment la gestion des dasseries. Autant de sujets, autant de sujets qui illustrent la volonté de la fédération de vous accompagner au mieux dans la prise en charge des grands sujets environnementaux. Et cette année, c'était une année un peu particulière parce que 2025, c'est la fête des 10 ans d'engagement de la FHP en faveur de la transition écologique du secteur hospitalier privé. On a eu l'occasion d'ailleurs de faire un communiqué sur ce sujet et ensemble de se dire que c'était un moment important et que d'autres étapes sont devant nous, mais un travail déjà considérable grâce à l'engagement de vous tous a été réalisé et donc je vous en remercie. Le thème de ce jour, les achats responsables, touche au cœur même de nos modes de fonctionnement. On parle souvent de décarbonation, mais il faut rappeler, comme le souligne le dernier rapport du Shift Project, que dans le secteur de la santé, près de 60% de l'empreinte carbone provient des achats, principalement des médicaments, des dispositifs médicaux, de l'alimentation. Ça signifie que notre pouvoir d'action sur ces sujets est considérable. En orientant nos politiques d'achat, on peut transformer en profondeur notre empreinte environnementale. Donc, un sujet avec des enjeux forts, donc ça motive. Et il y a des outils qui existent pour nous aider. Les achats responsables représentent finalement un levier stratégique de transformation à la fois économique, environnementale et sociale. Il ne s'agit pas seulement de mieux acheter, mais d'acheter autrement, en intégrant des critères environnementaux, sociaux et éthiques à nos choix, et en contribuant ainsi à la transformation durable de toute notre chaîne de valeur. En intégrant les critères de durabilité dans nos processus, nous participons à une dynamique vertueuse qui favorise l'innovation, la circularité et le dialogue avec nos fournisseurs. Donc nous avons souhaité, dans le cadre de ce webinaire, mettre l'accent sur 3 outils complémentaires à votre disposition pour conduire une politique d'achat responsable. D'abord, le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, SPASER, j'aime horreur des, des acronymes, mais bon voilà. C'est un véritable outil de planification stratégique des politiques d'achat responsables. Ensuite, la coloration des achats, un dispositif d'évaluation et de pilotage opérationnel. Et enfin, le score carbone des médicaments, un levier concret de réduction de notre empreinte environnementale. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement nos intervenants pour leur participation et leur expertise. Merci Nathalie Lévin de la NAP. Merci chère Isabelle Hamelin de la CAP, grand partenaire de la FHP, avec qui on a le plaisir de travailler tout au long de l'année, pendant nos événements, pendant nos réflexions, soit en webinaire, soit lors des événements, mais aussi dans le cadre de nos locaux, à réfléchir pour nos adhérents aux meilleurs choix. Et Déborah Dahan du groupe Clean Avenir. Et je remercie aussi Charles Flao de la Direction générale des entreprises qui va nous rejoindre, je crois, dans quelques minutes. Je souhaite aussi remercier le docteur Joël Clich et les membres du groupe de travail RSE pour leur engagement tout au long de cette année, mais aussi tous les travaux qui conduisent depuis si longtemps et qui ont pu déjà être partagés lors des précédents webinaires. Donc je vous souhaite pour ce webinaire riche d'échanges, d'inspiration et de perspectives pour 2026, le meilleur, et aussi pour cette fin d'année, le meilleur, et bonne réussite et bons échanges pour ce 15e webinaire FHP de l'année. Parole à toi, chère Marie-Claire, et merci encore pour l'organisation de tous ces webinaires qui recueillent tant de participation et qui finalement répondent vraiment à un besoin d'échanger sur toutes ces questions de transformation. Donc, bon webinaire et à toi, Marie-Claire.
Merci beaucoup, Christine, pour ces propos introductifs. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc Marie Clairvier, je suis directrice stratégie à la Fédération et j'ai le plaisir d'animer aux côtés du docteur Joël Clich un groupe de travail qui est le groupe de travail RSE dont vient de parler Christine Schibler. Et donc, tout au long de l'année, on échange sur les grands enjeux de transition écologique et énergétique et on veille effectivement à proposer des outils qui vous accompagnent dans votre stratégie de transition écologique et d'adaptation au changement climatique. Vous aurez tout au long de ce webinaire la possibilité de poser des questions. Vous pouvez utiliser donc l'onglet questions et réponses et nous avons une séquence dédiée en fin de webinaire aux questions-réponses. Donc je me ferai votre porte-voix et puis les intervenants évidemment se prêteront et les intervenantes se prêteront à ce jeu de questions-réponses. Et donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Nathalie Levin, qui est experte développement durable à la NAP et qui va donc nous parler de cet acronyme SPASER qui, évidemment, a priori, ne concerne que les hôpitaux publics, mais qui constitue néanmoins un vrai outil de planification stratégique des politiques d'achat dont, évidemment, vous pouvez pleinement vous inspirer. Nathalie, ton micro est coupé. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Alors, donc, je vais aujourd'hui vous présenter le SPASER, donc bien sûr encore un acronyme, schéma de promotion. Donc, on va le voir ensemble. Vous l'avez dit vous-même, c'est un outil qui, du coup, est comment dire, uniquement valable pour, on va dire, le service public. Mais pour autant, ça va être un outil intéressant, on va dire, à présenter et que vous allez pouvoir donc du coup utiliser. Alors, hop, est-ce que ça défile là? Ça ne défile pas. Du coup, j'ai un petit Ah là, souci. ça y est. C'est bon. Alors, donc aujourd'hui, enfin, pardon, comme vous pouvez le voir, la naissance du Spazer existe depuis plus de 10 ans. Donc, on a un recul important. C'était obligatoire initialement pour les collectivités territoriales. Donc là, c'est la loi du 31 juillet 2014 qui est relative à l'économie sociale et solidaire qui va donner naissance au premier schéma de promotion des achats socialement et responsable. Euh, Progressivement, ça a permis du coup on va dire, de soutenir tout un secteur dans la construction des achats d'ordre public. C'est la loi du 17 août 2015 qui est relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui va compléter les exigences sociales de 2014 avec un versant plutôt écologique. Le SPASER devient du coup un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables avec un objectif de promouvoir l'économie circulaire. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir l'introduction du volet environnemental. Donc, comme vous pouvez le voir, 2014 sur ce schéma, progressivement un certain nombre de lois qui apparaissent en 2021, 2022 et enfin 2023, la loi Industrie verte avec justement cet élargissement pour les acheteurs soumis au code de la commande publique. Alors, pourquoi faire un spazer? Donc, bien sûr, c'est un outil à visée opérationnelle, donc c'est-à-dire concrètement un outil qui va pouvoir être utilisé comme un outil on va dire, de démarche, comme une démarche qualité. Donc, c'est un outil de mise en œuvre d'une politique d'achat, on va dire, dans lequel vous allez pouvoir inscrire toutes les ambitions
d'achat, économiquement, on va dire, efficace, mais aussi écologiquement soutenable. Et vous allez intégrer également, on va dire, un maillage social. Donc, en gros, un spazer, c'est ni plus ni moins qu'une feuille de route prédictive qui va vous permettre d'avoir un plan d'action concret, mesurable, avec des indicateurs. Donc, ça va simplement donc traduire vos engagements développement durable à travers les pratiques d'achat. Et donc, comme a été dit précédemment, Nathalie, juste ta présentation n'est plus en plein écran. ah, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que là, Oui, est-ce que là, parfait. c'est C'est mieux? parfait. Pardon. Oui. Donc voilà, donc en gros, un spazer, c'est une feuille de route hein, sur lequel vous allez donc tout, du coup avoir un plan d'action concret, mais également mesurable à travers des indicateurs. Un spazer ne peut pas, comment dire, un spazer doit obligatoirement avoir des indicateurs qui sont mentionnés. Alors, ce que dit la loi, mais bien sûr, c'est ce que j'ai précisé dans le caractère attention, le spazer n'est pas obligatoire pour les établissements privés, mais ça reste une source d'inspiration pour construire votre démarche d'achat. Donc, le spazer, si on se rebase sur la loi, un spazer doit contenir un axe environnemental, un axe social. Et vous l'aurez compris, indirectement, puisque à l'intérieur du terme spazer, il y a des achats, ça veut dire que du coup, il y a un axe économique également. Donc, bien sûr, un spazer doit obligatoirement avoir des indicateurs exprimés en nombre de contrats. Et vous avez l'obligation, donc ça c'est la loi, enfin quand je dis vous, c'est on va dire tout établissement public qui a cette obligation, de ce qu'on appelle l'obligation de publicité. C'est-à-dire que le schéma, le spazer doit être rendu public sur un support de votre choix. L'ANAP a mis à disposition depuis peu un espace spazer dans lequel vous allez pouvoir déposer vos spazers, mais également observer, prendre connaissance de spazers d'autres établissements. Donc voilà, ça peut vous permettre du coup de vous en inspirer. Les indicateurs qui sont inscrits à l'intérieur du spazer doivent obligatoirement être republiés tous les 2 ans, c'est-à-dire les valeurs doivent être indiquées. Alors, la construction, j'allais dire, d'un spazer, c'est que initialement, il faut absolument connaître sa maturité d'achat. Ensuite, quand vous allez construire votre spazer, il faut qu'il s'inscrive dans les politiques et le projet d'établissement, comme quelque chose de porté entièrement par la direction. En ce qui concerne, du coup, la structuration, on va dire, des différentes parties du spazer, on va vous inviter, du coup, à établir, des objectifs que vous n'allez pas rédiger seul dans votre coin, mais, à travers un travail collaboratif avec l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire que par famille d'achat, vous allez vous rapprocher de vos interlocuteurs, que ce soit les parties prenantes en interne ou les parties prenantes en externe. C'est à partir de ce groupe de travail que vous allez pouvoir du coup rédiger vos objectifs. L'objectif principal, j'allais dire, d'un spazer, c'est un peu, je fais le pendant avec une démarche qualité, ça va être de suivre l'atteinte des objectifs en définissant du coup des indicateurs. Donc dans la rédaction de votre schéma, vous allez avoir des objectifs déclinés en actions et en indicateurs pour pouvoir voir si les actions sont atteintes. Et enfin, donc vous voyez, je fais le pendant avec une démarche qualité. C'est ni plus ni moins qu'une démarche d'amélioration continue. Vous allez régulièrement évaluer votre spazer pour voir si l'atteinte des objectifs est obtenue. Donc là, au niveau donc, de la diapo, donc on va reprendre étape après étape. Si bien sûr vous avez des questions, on peut le voir. Donc ce qui est important, c'est de valoriser les pratiques, les bonnes pratiques existantes. Ne créez pas des objectifs, on va dire, des nouveaux objectifs nécessairement. Vous pouvez déjà, à l'intérieur de votre spazer, vous baser sur des choses que vous avez déjà mis en place, qui permet du coup d'améliorer, mais voilà, donc vous pouvez déjà valoriser vos bonnes pratiques. Anticipez bien sûr les besoins à venir pour réaliser sa programmation.
Donc pour cela, on préconise bien sûr de faire un autodiagnostic de votre fonction achat et d'identifier bien sûr les axes d'amélioration. Pour l'étape numéro 2, donc c'est impliquer les parties prenantes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sans, on va dire, la co-construction avec, les parties prenantes, votre document, ne sera pas, bien perçu, bien suivi, et cetera. Donc on suggère de faire, de développer une culture commune autour de l'achat, public responsable avec un pharmacien, avec, du biomédical et ainsi de suite. Donc là, vous allez véritablement, pouvoir établir des objectifs et du coup des atteintes des objectifs avec les personnes concernées. Donc l'idéal, pour, celles et ceux qui ont pu, suivre, on va dire, la masterclass proposée par la NAP, bah, c'est de faire un atelier collaboratif, comme on a pu le faire on va dire en masterclass, c'est-à-dire d'associer des parties prenantes, hein, des acheteurs, des prescripteurs et cetera, voire éventuellement des fournisseurs pour, on va dire, établir les objectifs, ensemble. Donc, bien sûr, l'étape numéro 3, bah, ça va être de déterminer vos priorités, c'est-à-dire déterminer les marchés qui sont les plus propices à l'intégration, bien sûr, de conditions, de considération, pardon, sociales ou environnementales. Et puis, vous allez, du coup, pouvoir identifier les leviers d'achat qui vont être les plus pertinents, bien sûr, dans la rédaction, des différents contrats. Donc, bien sûr, en étape numéro 4, donc, on va fixer des objectifs, cibles avec des indicateurs, bien sûr, associés. La plupart du temps, je pense que vous connaissez tous, vous en avez déjà entendu, on parle d'indicateurs, SMART, ce qui va permettre du coup, de suivre ces indicateurs dans le temps de façon, précise, et surtout mesurable. Donc les indicateurs SMART, c'est on va dire ça existe depuis 81, donc spécifique, c'est-à-dire, un indicateur, voilà, qui, quand, comment, on arrive à le suivre, mesurable, acceptable, et enfin, réaliste hein, et on va dire, temporel, délimité donc dans le temps avec une échéance. Donc dans la rédaction de votre schéma, vous allez du coup indiquer votre indicateur et comment vous allez le suivre et ça, c'est important pour que chaque acteur puisse savoir avec, on va dire sa ligne de conduite, son travail qu'il doit faire dans les 6 mois, 1 an, 2 ans et ainsi de suite. Donc ça, c'est indispensable. Enfin, cinquième et dernière étape, donc ça va être de piloter votre schéma et d'évaluer vos résultats. Donc, le SPASER, hein, c'est plutôt pour assurer la transparence de la commande publique et améliorer son efficacité. Donc, je pense que pour, les établissements, privés, voyez-le plutôt comme un outil, d'évaluation de vos résultats, et également comme un outil donc, de partage d'informations et collaboration interne. Voilà, donc l'animation du SPASER, elle se réalise la plupart du temps avec une équipe de gouvernance, de façon régulière, peut-être un copil à mettre en place, voilà, donc à vous d'organiser comme n'importe quelle, démarche, structurée, avec des tableaux de bord, et d'indicateurs. Donc, un focus important, donc c'est l'implication, de la gouvernance, donc du coup, dans le SPASER. Vous avez, depuis peu, depuis quelques jours, une plateforme, achat responsable qui est, disponible gratuitement sur le site de la NAP, dans lequel vous allez pouvoir des indicateurs de gouvernance, des indicateurs de matériel, comme vous pouvez le voir actuellement sur la petite fiche, voilà. Donc vous avez sur le site des exemples d'indicateurs qui vous sont proposés. Alors ça peut être, des indicateurs chiffrés, des pourcentages, des nombres et cetera, donc lequel vous allez, pouvoir, du coup intégrer à l'intérieur, de votre spacer. Donc une petite fiche, on va dire de construction. Donc, pour reprendre rapidement, définir des objectifs, définir les indicateurs, mais surtout qui et comment, on les suit. Orienter surtout les échanges sur ce qui va être, réalisable, pertinent. Donc on revient vraiment sur des indicateurs SMART. Ça sera aussi l'occasion, de ces ateliers, collaboratifs d'acculturer,
sur des sujets où peut-être les acheteurs, au sens très large, ne pouvaient ne pas être, on va dire, associés ou sensibilisés. Donc on vous préconise du coup de regarder les opportunités, sociales et environnementales dans vos achats. Bien sûr, l'évaluation de la maturité de vos fournisseurs, est indispensable, bien sûr. Donc, en ce qui concerne du coup le système de pilotage et de suivi du SPASER, il faut bien sûr qu'il soit cohérent entre le diagnostic que vous allez faire et l'organisation qui, va être mise en place. Donc pourquoi? Bah, pour déterminer les personnes qui vont être en charge, bien sûr, de la rédaction, de la production, on va dire, de données. Ça va permettre du coup, d'avoir un outil de suivi, avec, des indicateurs et enfin de définir une méthodologie de déploiement qui va décrire les différents processus. Donc c'est pour cela que pour chacun des indicateurs, on va véritablement vous demander, enfin il est recommandé, j'allais dire, de préciser, le qui, quand et à quel moment, on doit suivre ces indicateurs. Donc les facteurs clés, donc sur la plateforme de la nappe, sur l'espace Spazer, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre du coup, d'exemples. Ce qui ressort des établissements qui ont pu, le mettre en place, et donc les facteurs de réussite, c'est que, il faut absolument que la démarche soit basée sur de la co-construction. Si vous rédigez seul votre document, ça risque d'être des objectifs qui ne sont pas partagés avec, l'ensemble des prescripteurs, par exemple et du coup, un véritable décalage et du coup, un non-succès. Donc l'adhésion et l'engagement des équipes, ça, c'est vraiment indispensable. Des objectifs qui soient réalisables et cohérents, sinon, bah, votre projet tombera un peu à l'eau et puis, bah, pour éviter un petit peu ce qui arrive dans beaucoup de nos structures, hein, bah, c'est l'effet soufflé qu'on peut voir, derrière certaines certifications, bah, il ne le faut surtout pas derrière un SPASER, puisqu'il faut que ce soit véritablement un outil de suivi opérationnel, donc peut-être complet, mais pour autant, lisible et voilà, qu'on peut suivre. Donc je vais juste, terminer sur, vous présenter du coup, le pas à pas qui est apparu, depuis, quelques jours, sur le site, de la NAP. Donc c'est une plateforme, gratuite qui est, donc comme vous le voyez, détaillée en 8 étapes, avec, la possibilité en étape 1 de s'auto-évaluer et ainsi de suite. Donc vous avez des fiches juridiques, vous avez, on va dire des fiches comme, des indicateurs sur, des plans d'action, et ainsi de suite. Donc bien sûr, vous pouvez. Pour les familles d'achat, vous avez aussi la possibilité de voir toutes les familles d'achat, bien sûr les plus simples qui me viennent à l'esprit, le biomédical, le médicament, et bien d'autres. Les propriétés intellectuelles également, mais voilà, à vous de vous inspirer du coup de cette plateforme. Et à l'intérieur, du coup, de cette, on va dire, ce pas à pas, achat durable, vous avez un focus particulier. C'est pour ça que je vous en parle. Vous avez un focus qui s'appelle la plateforme Spazer, dans lequel vous avez la possibilité, comme vous le voyez, de déposer un Spazer, mais également de rechercher un Spazer pour vous inspirer, bien sûr. Donc ça reste un outil collaboratif, puisque la loi indique, à ce que les établissements publics déposent leur Spazer, ce qui n'est pas votre cas, voilà. Donc, sur cette plateforme, vous avez possibilité de choisir par région et de voir quels sont les établissements qui ont déjà répondu à cette rédaction de Spazer, hein, et puis bien sûr de pouvoir le télécharger et le consulter. Donc, vous pouvez bien sûr faire on va dire un filtre par structure, par volume d'achat ou par région et ainsi de suite. Hem, Là, par exemple, un exemple de plan d'action que vous pourriez du coup vous inspirer, et qui est accessible du coup sur le site de la NAP avec, des axes. Vous voyez comment on peut-être, par exemple, rédiger un spazer avec des axes environnemental, social, alors, et cetera. Des objectifs, des indicateurs, le nom de l'action et bien sûr la cible à atteindre. Parce que sans cible, enfin, on va dire, c'est difficile de motiver ou d'accompagner, on va dire, une démarche s'il n'y a pas on va dire, une cible à atteindre. Donc, voilà. Cette cible peut être, déclinée sur, un objectif pour 2026, un autre objectif pour 2027 et un troisième pour 2028, par exemple. Vous pouvez tout à fait commencer à le construire. Donc voilà des exemples, on va dire, de plans d'action qui sont sur, les 3 piliers plus la gouvernance. Merci de votre écoute.
Grand merci Nathalie pour cette présentation et cette découverte, j'imagine, pour un certain nombre de participants de cet outil hein, qui a vraiment vocation à aider les structures à définir leur stratégie d'achat durable. Et donc, vous l'avez compris, cet outil n'est pas opposable aux cliniques et aux hôpitaux privés. Pour autant, il est mobilisable pleinement pour vous accompagner dans votre démarche stratégique de définition des achats responsables. Et c'est vrai que je pense que le dernier tableau, notamment, peut être également source d'inspiration. Et donc j'en profite pour vous dire et vous inviter à mobiliser hein, les ressources produites par la NAP. La NAP a une équipe bien structurée et avec des compétences très complémentaires sur les enjeux de développement durable. Donc, au-delà des ressources que vous pourrez trouver sur le site de la NAP, eh bien, quand vous avez des questionnements, des interrogations sur des sujets spécifiques, eh bien, la NAP peut aussi constituer une ressource importante, évidemment en complémentarité de ce que nous pouvons aussi proposer au sein de la FHP. Mais en tout cas, il y a des experts et au sein de la NAP et je pense que c'est important de le rappeler parce que parfois les établissements de santé privés ne pensent pas à mobiliser, à solliciter la NAP sur ces sujets-là. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu. Un grand merci Nathalie pour cette présentation. Il y aura peut-être des questions à venir. Je vais désormais donner la parole à Isabelle Hamelin, qui est directrice des relations publiques, communication et RSE chez CAP. Chère Isabelle, et tu es accompagnée aujourd'hui de Déborah Dahan, qui est responsable achat du groupe Clean Avenir. Et c'est Tout vrai à fait. qu'on a souhaité aussi vous donner la parole sur un autre type d'outil qui est cette fois un outil d'évaluation et de pilotage des achats responsables, donc qui est aussi complémentaire. Et vous allez nous parler de cet outil coloration des achats. Alors là, il n'y a pas de sigle, c'est assez poétique d'ailleurs, comme, comme Ouais, appellation. Et je pense que tu reviendras aussi, Isabelle, hein, sur l'outil indice vert que je pense certains d'entre nous connaissons ouais. déjà, mais c'est toujours intéressant de le rappeler. Je vous laisse la parole. Merci, merci Marie-Claire. Et effectivement, on va faire à deux voix avec Déborah. Et en effet, aujourd'hui, je peux pas expliquer en effet la coloration des achats si je n'explique pas l'indice vert, hein. C'est-à-dire que la source de la coloration des achats, et comme tu dis, qui a un nom très coloré ou très agréable, est en effet dans l'indice vert, mais aussi dans la démarche RSE de CAP, hein, qui existe depuis 14 ans. Alors, déjà, vous dépeindre et vous décrire les axes stratégiques pour CAP par rapport à la RSE. Alors, je vais commencer par la fin. Je commence effectivement par un axe de plus en plus stratégique qui est l'hôpital hors les murs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'établissement, bien au contraire, mais qu'aujourd'hui, il y a un flux effectivement qui se déverse vers le domicile et vers l'HAD. Donc, nous, c'est un axe très important parce qu'il va y avoir bien évidemment du positif, mais aussi des choses à améliorer en termes d'empreinte carbone, d'environnement et d'autres choses. Donc c'est un axe stratégique pour nous. L'impact énergétique dans les établissements de santé, de l'énergétique, l'hybride, l'hydrique et la partie numérique, et aussi tout ce qui est santé mentale dans les établissements de santé, donc sur la verticale sociale, et bien évidemment les achats responsables dont nous allons parler aujourd'hui. Donc ça, ce sont les quatre grandes verticales RSE de CAP. On a bien évidemment, alors je vais, voilà. Euh, Tout d'abord, dans les établissements de santé dans lesquels vous travaillez, il y a une chose qui vous guide, votre boussole, qui est la certification HAS V2025. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans cette certification, qu'est-ce qui vous est demandé? Il y a de plus en plus de critères RSE, des critères qui sont des critères communs, mais néanmoins, et qui ne sont pas impératifs, mais néanmoins qui
sont de plus en plus challengeants pour les établissements et pour les acheteurs que vous êtes ou les directeurs que vous êtes dans les établissements de santé. Donc, je vous ai mis, on va dire, deux ou trois focus. C'est que on va vous demander pendant les visites, pendant les visites des visiteurs HAS, on va vous demander de promulguer des preuves d'une procédure d'achat responsable, de projet développement durable dans votre établissement, de référent développement durable actif, sensibilisation aussi de vos équipes, mais aussi des preuves de pilotage sur la réduction de vos déchets et notamment, une chose qui est importante, sur la réduction de vos déchets à la source. Sous-texte, ça veut dire l'anti-gaspillage et si on va encore plus dans le sous-texte, ça veut dire éco-conception des soins. Éco-conception des soins, ça va vouloir dire dès le départ redéfinir le besoin dans votre établissement de santé. D'accord? Donc vous allez être, on va dire, assez challengé sur ces questions-là et les questions de RSE. Donc, bien évidemment, l'outil de coloration des achats s'inspire de cela et aujourd'hui on va dire des obligations que vous allez avoir, qui sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, l'indice vert, il a été créé en 2012. L'indice vert, c'était pour une centrale de référencement comme CAP, de pouvoir vous garantir et garantir aux établissements de santé que les fournisseurs avec lesquels nous travaillons ont été évalués. Alors, ont été évalués sur bien évidemment la qualité des produits, la technicité des produits et le prix des produits. Ça, c'est clair, c'est notre métier, on va dire socle. Mais aussi sur le fait que les fournisseurs et les partenaires avec lesquels vous allez travailler commence à développer, alors ont déjà, commencé à développer ou se mettent en ordre de marche pour développer une stratégie RSE sur les trois verticales, d'accord? Environnementale, sociale et sociétale. Souvent, on met en avant l'environnemental, mais le volet social est extrêmement important aussi. Comment je travaille avec mes équipes, où je produis les produits, est-ce que je fais attention dans mes usines de production à la qualité de vie, etc. Donc ça, ce sont des sujets très sensibles. Donc on demande, en effet, aux fournisseurs qui travaillent avec CAP de répondre à un questionnaire, mais aussi d'apporter des éléments de preuve extrêmement importants. Il y a 5 thématiques. Il y a l'engagement de la direction et la transition écologique. Il y a les achats. Bien évidemment, il y a les produits et l'éco-conception des produits, la gestion de leurs déchets, donc ça veut dire leurs impacts, mais aussi la commande et la distribution. Dans ce questionnaire-là qu'ils remplissent chaque année, donc aujourd'hui on a pratiquement 90% des fournisseurs qui travaillent chez CAP pour vous, bien évidemment, sur lesquels on négocie des conditions pour les établissements de santé, qui répondent à ce questionnaire. Certains qui ne veulent toujours pas répondre, mais là, avec les responsables de marché, avec Violaine Fajol, Anne Dessin, etc., on se met en ordre de marche, Alain Carvalho et David aussi, on se met en ordre de marche pour que tous les fournisseurs puissent répondre, ça c'est extrêmement important. Et derrière, on a une méthodologie solide, labellisée par Socotec et irréprochable. Donc ça, c'est très important de comprendre que la coloration des achats prend sa source, bien évidemment, dans un outil qui est un outil solide. Tous les fournisseurs sont évalués, donc les fournisseurs de tous les marchés sur lesquels vous commandez, donc biomédical, handicap, prestations de services, ressources humaines, hygiène, donc DM aussi très important, les médicaments et les DM et les DMI et ligatures sutures. Souvent, c'est quand même une grosse part de vos achats dans les établissements de santé. L'indice vert, il prend sa source sur l'ISO 26000, qui est la norme de référence en développement durable, et l'ISO 20400, qui est la norme de référence AFNOR et même internationale, qui prend sa référence sur la partie achat responsable, basée sur les 7 piliers de la RSE, et bien évidemment, on re-challenge chaque année. C'est-à-dire que c'est pas une évaluation qu'on va passer tous les 2 ans ou les 3 ans. En plus, il y a une grosse accélération de la RSE, alors post-Covid, mais aussi à cause ou grâce à la réglementation, bien évidemment, qui est acquise dans les établissements de santé. Donc, du coup, il y a une grosse accélération et de plus en plus de fournisseurs qui doivent répondre. Plus des outils, comme Charles va vous expliquer, sur les scores médicaments carbone, que l'on intègre également donc, dans les référentiels de l'indice vert. Dans les référentiels de l'indice vert, on va demander aux fournisseurs s'ils répondent à l'empreinte, au score carbone médicaments, s'ils répondent aussi à l'index DM durable, s'ils répondent à toutes ces normes qui sont maintenant des normes qui vont devenir obligatoires. La méthodologie, bien évidemment, c'est le dépôt, le remplissage des questionnaires, le dépôt sur la plateforme, l'analyse, donc on analyse, il y a 8 personnes, 8 experts qui analysent tous les documents qui sont déposés par les fournisseurs.
On vous restitue les résultats des évaluations et on publie les résultats sur les catalogues en ligne et aussi sur Internet, ils sont publics, hein. Donc vous pouvez y accéder. Donc ça, ce qui est très important, par exemple en 2026, alors en 2025, on avait des enjeux aussi, parce que chaque année, on rechallenge le référentiel. Et 2026, on va rechallenger sur des sujets, biodiversité, extrêmement important, l'impact des fournisseurs sur leur environnement. Hein, quand je produis des injectables, quid de l'eau que je prends? Quand je produis des produits, quel est mon impact? Sur aussi la partie achat responsable, donc là on en a parlé, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, et la logistique des achats aussi, c'est comment j'incite l'établissement de santé à mutualiser ses commandes, à rationaliser ses commandes pour baisser mon empreinte carbone. Ça, c'est extrêmement important. Et un sujet aussi qui nous tient beaucoup à cœur chez CAP, c'est l'achat évité, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, sur la redéfinition du besoin, besoin à la source, extrêmement important. Les notifications, je passe rapidement, mais vous voyez A++ à C, hein, donc il y a des fournisseurs aujourd'hui qui n'ont pas été évalués, qui ont C. Donc ça, c'est à nous d'aller les chercher sur l'évaluation, qui est obligatoire. Alors, l'outil pour vous, donc aujourd'hui, Alaïdine, je sais il est présent, c'est Alaïdine dans mon équipe qui s'occupe de ça. Il a déjà évalué pratiquement, il fait de la coloration de 150 établissements. La coloration, elle vous permet effectivement d'identifier votre niveau d'engagement dans votre stratégie d'achat responsable. Vous avez vu au début, on a parlé des enjeux de la certification. Donc ça va répondre à une partie des enjeux de la certification sur les items de la RSE. Donc vous allez pouvoir en effet promulguer des documents en disant je pilote en effet mes achats responsables et je sais chez qui j'achète, comment j'achète et j'ai des achats responsables du coup éclairés. Vous allez prioriser du coup des fournisseurs qui ont des stratégies de RSE engagées et solides. Vous allez pouvoir avoir une dépendance, donc une correspondance entre une notation et une coloration de vos achats, que vous allez pouvoir effectivement considérer avec des fournisseurs qui ont un engagement plus, d'autres fournisseurs qui nécessitent des améliorations avant d'être privilégiés, mais aussi pouvoir aussi faire changer la donne aussi. C'est-à-dire que c'est vous retrouver du pouvoir aussi face aux fournisseurs en leur disant, moi, votre produit là, je ne connais pas sa provenance. D'ailleurs, dans les marchés d'engagement que les équipes de Violaine réalisent, ils demandent la provenance des produits, hein, sans aller jusqu'à la souveraineté française ou européenne, c'est une question qu'on peut se poser, mais aussi ils demandent en effet les substances toxiques qui habitent les produits, donc extrêmement important. Et aussi laisser les fournisseurs C qui ne répondent pas à l'indice vert. Pourquoi ne répondent-ils pas? Voilà, donc ça c'est une question qu'on peut se poser. Les bénéfices pour vous, bien évidemment, c'est de mettre en place une stratégie RSE en privilégiant des fournisseurs qui sont engagés. C'est ce qui nous est demandé dans la certification, mais aussi dans l'évaluation pour la partie ESSMS. La réduction de notre impact environnemental et social des achats. Donc, Shift Project, l'impact des intrants dans les établissements, extrêmement important. Et l'alignement avec les réglementations qui sont en attente de matière, en matière de développement durable et de certification tertiaire, etc. Donc, on vous restitue des résultats en visio par rapport aux achats que vous avez fait, bien évidemment, 2024-2025. On peut revenir jusqu'en 2023 pour que vous ayez une triennale et vous puissiez justement piloter ça et avoir cette amélioration à promulguer au niveau de visiteurs HAS. Un fichier Excel extrêmement détaillé avec tous les fournisseurs. Des comparatifs aussi au niveau régional, au niveau départemental, mais aussi au niveau national, et par typologie d'établissement, hein, donc MCO, SMR, psy, dialyse, etc. Et bien évidemment, ces supports vous permettront de comparer le montant total de vos achats avec la notation indice vert, d'identifier les fournisseurs, mais aussi d'évaluer la part de vos achats réalisés auprès des partenaires les mieux notés, et pour fournir un document de pilotage lors de leur certification. Et d'ailleurs, je vais laisser la parole du coup à Déborah. Déborah, on vous a fait donc l'évaluation sur le groupe Clean Avenir, mais aussi sur la clinique Pasteur, du coup. Et merci d'avoir accepté de témoigner, parce qu'en fait, souvent, on écoute beaucoup mieux, on va dire, les témoignages de ses pairs. Donc, Déborah, j'arrête le partage et je vous laisse la parole.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, je vais partager le retour d'expérience du groupement Clean Avenir sur l'intégration de l'indice vert RSE qui vient de vous être présenté et de la coloration des achats dans notre politique d'achat responsable. Mon intervention s'articule autour de trois principaux axes qui sont piloter, mesurer et choisir. Donc, tout d'abord, le contexte et les enjeux. Donc, pourquoi ces outils? Alors, c'est une réponse très opérationnelle aux enjeux RSE. Dans les établissements de santé, on doit avancer rapidement sur la RSE, tout en conservant un haut niveau d'exigence clinique, économique et organisationnelle. Or, aujourd'hui, mener une évaluation RSE complète fournisseur par fournisseur est très chronophage. Donc, l'indice vert RSE lié au label CAP nous apporte une réponse simple, fiable et directement actionnable sans alourdir notre processus achat. Le label CAP repose sur donc quatre critères et donc quatre grands axes qui ont été exposés précédemment. Donc le critère environnemental, social et éthique, économique et de transparence et de gouvernance. Ce dernier critère donc de transparence et de gouvernance est un critère extrêmement structurant. Il nous permet de nous assurer de la maturité et du sérieux de la démarche fournisseur au-delà des seuls discours. Euh, c'est ce qui fait aujourd'hui la spécificité et la pertinence du label dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, donc, l'indice vert RSE est un outil interne personnalisable. L'indice vert nous permet une évaluation interne rapide des fournisseurs. Il est lisible, utilisé par nos équipes et adapté au contexte des achats dans le milieu de la santé. Il nous sert de boussole quand plusieurs fournisseurs sont techniquement et économiquement équivalents. Aujourd'hui, il est complémentaire d'un label EcoVadis qui va être multisectoriel. Généraliste, c'est un outil généraliste d'évaluation extra-financière, alors que le label CAP est entièrement adapté au monde de la santé, à ses contraintes, ses risques et sa réglementation. Il est intégré, nous, aujourd'hui, à nos pratiques et on l'utilise comme un outil opérationnel et non seulement déclaratif. Donc la coloration des achats, comme le disait Isabelle précédemment, est un outil de pilotage en lien direct avec la certification V 2025. La coloration des achats développée par la CAP euh, est un outil mis à disposition donc, par la centrale qui nous permet d'alimenter très concrètement le critère environnemental et le critère de transparence et de gouvernance. Euh, Elle a une vraie valeur ajoutée dans le cadre de la certification donc, V 2025 où l'exigence de traçabilité de preuves et de pilotage RSE devient essentielle. C'est un outil visuel qui est simple à interpréter, que nos équipes se sont très vite appropriées. Le retour d'expérience aujourd'hui Clean Avenir, au niveau du groupement, la coloration et le label sont intégrés dès lors que nous avons plusieurs fournisseurs qui proposent un produit de qualité équivalente, un prix similaire et un service comparable. Dans ce cas, le critère RSE devient un élément de sélection finale, clair et objectif. Et c'est du coup une triple matérialité, centrale, groupement, établissement. Clean Avenir est positionné au croisement de trois niveaux. La centrale de référencement qui fournit un travail RSE pionnier, le groupement d'achat qui pilote les choix et oriente les volumes, et les établissements de santé qui utilisent les produits et doivent répondre aux exigences réglementaires et de certification. Cette triple matérialité donne encore plus de sens aux outils CAP. Il crée une cohérence à toutes les étapes de la chaîne d'achat. J'ai souhaité, avant de conclure, faire un focus sur le plus gros des établissements Clean Avenir, qui est la clinique Pasteur, qui est située à Toulouse, qui est un établissement pionnier dans l'engagement responsable. Aujourd'hui, on a 79% sur cet établissement de ses volumes achats qu'on a pu identifier au travers de la coloration des achats CAP, qui est réalisée avec des fournisseurs labellisés A, A+, ou A++, qui sont les labels que vous a présenté Isabelle un peu plus tôt. C'est un niveau très avancé qui illustre l'impact concret d'une telle démarche. Les bénéfices, donc le confort patient et la qualité des produits, on a une meilleure traçabilité avec une logique aussi ACV et TCO, donc ACV, analyse du cycle de vie, TCO, coût total de possession. Une cohérence entre l'efficacité clinique et l'impact environnemental.
C'est d'une certaine manière, pour un peu parler à tout type de personnes, c'est un Yuka du monde hospitalier. C'est un repère clair et fiable. C'est un gain de temps intangible pour les acheteurs. Le label nous évite de consacrer des heures à évaluer la maturité RSE d'un fournisseur. Ce travail est déjà fait et fiabilisé par la centrale CAP. Cela nous permet de concentrer notre énergie sur l'analyse technique, l'usage clinique, et le coût total. Et pour finir, donc c'est une lisibilité et cohérence pour l'ensemble des établissements. Les équipes identifient immédiatement la qualité RSE du fournisseur. C'est simple, rapide et exploitable. Pour conclure, pour Clean Avenir, l'indice vert, la coloration des achats et le label CAP représentent un outil de pilotage, un outil de mesure et un outil d'aide au choix intégré dans notre démarche RSE. Ils améliorent notre performance achat sans compromettre la qualité, la sécurité ou l'économie. C'est une démarche pragmatique qui est donc utilisée au quotidien, efficace et adaptée aux enjeux réels des établissements. Donc, au travers des questions-réponses ou même par la suite, je serais ravie d'échanger avec vous pour toute question ou échange à venir. Grand merci Isabelle et Déborah pour la présentation de ces outils. On l'a bien compris, hein, ce sont des outils, cela a été rappelé, d'aide à la décision, enfin Oui. d'aide au pilotage, d'aide à la décision. Et je vais désormais donner la parole à Charles Flao, qui est chargé de mission décarbonation des industries de santé à la Direction générale des entreprises, et qui va vous présenter un autre outil hein, d'aide, enfin un autre outil de pilotage et d'aide à la décision pour les établissements de santé, qui est le score carbone médicament. Et sans plus attendre, Charles, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Euh, Et vous voyez mon écran? Très bien. Il n'est pas en plein écran, Ok. mais je le vois. Il n'est pas en plein écran, vous êtes Non. en diapo? Oui. Alors. Hmm. Ça devrait être bon là normalement. C'est parfait. Ok. Oui, alors brièvement, je pense que c'est en lien avec ce qui a été dit. C'est vrai que il y a beaucoup de demandes et il y a notamment l'arrivée du plan national d'achat durable qui oblige en tout cas les acheteurs publics à intégrer des critères RSE dans leur marché. Et, Et donc, il y a vraiment un vrai engouement, je pense même collectif, une vraie appétence aussi de la part des acheteurs et des professionnels de santé pour commencer à intégrer des critères RSE et faire la différence parce qu'on sait que, évidemment, ce levier des achats est un des leviers les plus puissants pour inciter les industriels à aller encore plus vite dans leur transition écologique. Et donc c'est pour ça que, en lien avec le comité stratégique de filière, donc en lien avec le SHIP Project, avec les autorités de santé et les industriels, on a mis au point, il y a 2 ans, une méthodologie de score carbone des médicaments pour mettre à disposition de l'ensemble des acheteurs publics, un outil qui permettait d'avoir une donnée fiable et robuste pour intégrer ce nouveau critère dans les marchés. Parce que en fait, c'est un peu la difficulté et c'est un peu, aussi à cela qu'essaie de répondre l'indice vert. C'est qu'en fait, tant qu'il n'y a pas de données robustes, fiables, comparables qui vous permettent, de mettre en place, ce critère-là, il n'y a pas de comparaison possible et donc il y a il y a pas de discrimination possible dans les marchés. Donc, Peut-être, très Charles, rapidement pour vous juste préciser aussi que ça, voilà, ça peut être cet outil, il est aussi mobilisable par les cliniques privées qui nous écoutent. bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui, donc très rapidement pour, rappeler un peu les émissions du secteur, le secteur de la santé, c'est 8 du total national, donc c'est quelque chose qui est conséquent, dont la moitié de ces 8 sont les médicaments et les dispositifs médicaux. Donc on voit bien que, les achats sont vraiment un levier de réduction des émissions au niveau national qui auront un impact, conséquent
sur nos émissions à tous. Et quand on y regarde un peu de plus près, on se rend compte que, en fait, la majorité de ces émissions, ce n'est pas le packaging, ce n'est pas, le transport, c'est vraiment la production du principe actif. C'est 60 à 80 des émissions d'un médicament en général, même dans l'immense majorité des cas. Et ça pourquoi? C'est parce qu'en fait, pour produire une toute petite quantité de principe actif, on utilise des grosses quantités de solvants, de réactifs, d'intrants, de nombreuses étapes de synthèse. C'est des grosses cuves qui sont chauffées avec des produits chimiques qui sont, eux, polluants et qui sont intégralement jetés. Et donc, c'est toutes ces étapes-là, en fait, qui sont la face, immergée de l'iceberg, on va dire, et qu'on ne voit pas et qui constituent des émissions qui sont conséquentes. Et du coup, nous, quand on a construit, cette méthodologie-là, c'est un peu là-dessus qu'on a essayé de s'axer et d'accentuer, l'effort qu'on demande aux industriels pour, avoir le plus d'impact possible. Donc à quoi ça ressemble exactement? Donc ça, c'est pas quelque chose que vous verrez, ça, c'est la méthodologie qu'on demande aux industriels et donc ça prend la forme d'une matrice ou d'un logiciel, dans lequel l'industriel, le producteur, le fabricant doit renseigner l'intégralité de ces données et donc il doit renseigner, pour le principe actif, quelles sont les étapes de synthèse, quels sont les réactifs utilisés, quels sont, les solvants utilisés, où est-ce que c'est produit et cetera. Ce qui nous donne un score carbone. Il en fait de même pour je vais passer assez vite, il en fait de même donc pour les excipients, pour ce qui rentre dans le conditionnement. Pour le site de formulation, on va regarder également l'ensemble des émissions du site de formulation qu'on va ensuite allouer à chaque produit, ce qui nous donne au final une estimation assez précise de l'empreinte carbone d'un médicament et ce que vous verrez, c'est cette slide-là, donc c'est le résultat final. En sachant que vous allez recevoir du coup, un résultat final avec une empreinte carbone par produit, par, boîte ou par UCD, ça c'est votre choix et vous aurez donc les différentes étapes. Est-ce que c'est des émissions qui sont liées à la production, au transport, à son stockage et cetera? Et vous allez avoir une empreinte carbone totale produit, qui sera tout en bas dans l'onglet qu'on voit en vert, un peu plus foncé. Il y a quelque chose qui est assez important aussi, c'est, l'incertitude et en fait, il faut savoir que nous, quand on demande une donnée à l'industriel, en fonction de la robustesse de cette donnée, il va y avoir un score d'incertitude qui lui sera associé et donc par exemple, si vous avez calculé un facteur d'émission, à partir de mesures effectives physiques, là, vous aurez une incertitude qui sera faible, alors que si vous l'avez, estimé, à partir de brevets ou à partir de choses que vous trouvez dans la littérature, vous aurez une incertitude beaucoup plus forte et donc cette incertitude-là, finale, viendra majorer le score du médicament et ça viendra donc valoriser, les industriels qui ont fait des mesures beaucoup plus précises et donc les inciter à aller encore plus précisément dans leurs calculs. Donc vous, voilà, ce que vous aurez à prendre en compte, c'est vraiment, ce qui sera écrit tout en bas en vert, le total final qui sera l'émission, l'empreinte carbone du produit qui sera déjà majorée de l'incertitude, donc vous aurez juste ça à regarder. Comment il fonctionne ensuite cet outil? Une fois que, l'industriel fait son calcul, donc il y a une autodéclaration de la part de l'industriel. L'ensemble des données sont vérifiées par ce qu'on appelle un tiers de confiance et donc ça fonctionne un peu à l'image d'un audit financier finalement. L'industriel fait son calcul, renseigne les données, envoie tous les documents aux tiers de confiance qui sont des cabinets spécialisés, qui viennent vérifier l'intégralité des documents qui ont été renseignés et qui viennent nous garantir ensuite, la fiabilité du résultat qui est donné, qui est délivré. Donc c'est pour ça que nous, on fait tout ce travail en amont. Les industriels vont collecter les données. Nous, on travaille avec les cabinets pour, s'assurer d'avoir, un pool de cabinets suffisant pour, faire ce travail d'accréditation et vous, dès que vous aurez des résultats, ils vous seront directement garantis. Vous aurez plus qu'à lire la petite ligne tout en bas et vous serez assuré que, ce résultat est fiable et qu'il est robuste et vous n'aurez pas besoin de vous poser la question par rapport à ce résultat-là. Une fois qu'on aura l'ensemble des résultats, on a 2 solutions. Donc vous pouvez évidemment directement les demander dans vos marchés publics, dans vos appels d'offres et dans ce cas-là, il vous sera renseigné, vous aurez, la slide précédente qui vous sera montrée, associée à un tampon ou une garantie, du cabinet qui a fait la vérification. Mais ce qu'on va faire également, c'est qu'on va l'intégrer directement dans les logiciels d'achat que vous utilisez. Donc on travaille déjà avec, certains développeurs de logiciels pour qu'ils créent une nouvelle rubrique qui sera l'empreinte carbone qui, une fois qu'elle sera vérifiée, pourra être, directement, intégrée dans le logiciel par l'industriel et on travaille également, il faut le savoir, au développement d'une plateforme et d'une base de données dédiée,
donc qui reprendra l'ensemble des facteurs d'émission qui ont été calculés par les industriels, mais qui reprendra également les facteurs d'émission un peu plus amont dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire que le producteur, le fabricant de principes actifs pourra également calculer son facteur d'émission et l'uploader sur cette plateforme. Le fabricant d'excipients ou le fabricant d'un produit de conditionnement, par exemple, pourra le faire également. Ce qui permettra aussi aux industriels de non seulement uploader et de renseigner leurs données pour qu'elles soient consultables par l'ensemble des administrations et des professionnels de santé, mais aussi d'aller regarder, eux, comment ils peuvent s'améliorer en faisant à peu près la même chose que vous au final et en demandant à leurs fournisseurs d'avoir le meilleur score possible. Et donc, comme ça, par ce mécanisme-là, on va essayer de remonter la chaîne de valeur petit à petit pour atteindre le plus en amont possible l'ensemble de l'industrie, l'ensemble des maillons de production d'un médicament et réduire comme ça progressivement l'empreinte carbone de notre consommation médicamenteuse. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a publié très récemment avec la Direction générale de l'offre de soins, donc la DGOS, avec le ministère de la Santé, une circulaire qui précise comment utiliser ce critère carbone dans un premier temps. Il faut savoir que ce travail, c'est un travail qui est en cours. Donc là, dans un premier temps, on a publié la méthodologie. Les industriels sont en train de la prendre en main, de se l'approprier. Ils sont en train de réaliser les calculs. Les premiers résultats qu'on a, évidemment, parce que c'est des calculs qui demandent d'aller chercher beaucoup de données qui sont très précis, qui sont pour être comparables, il faut vraiment qu'ils aient été bien réalisés. Donc les premiers résultats qu'on a, forcément, là, pour le moment, ils sont pas encore toujours très, très fiables et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'un circuit de vérification opérationnelle. C'est parce qu'en fait, en ayant ce circuit de vérification, en harmonisant la façon de vérifier les résultats, on s'assure que tous les résultats ont été faits de la même façon et que du coup, on discrimine sur des résultats qui sont fiables, qui sont opérants. Donc, il y a 2 possibilités. Il faut savoir que ce circuit de vérification, donc il n'est pas encore opérationnel. Il sera opérationnel à partir de avril 2026. Donc là, on est en train de le développer et de le mettre en place avec les cabinets. Dans l'attente d'avoir de ce circuit de vérification opérationnel, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez intégrer des critères d'attribution du marché. Si vous voulez intégrer un critère carbone, vous pouvez l'intégrer en tant que critère d'attribution du marché, mais ce qu'on vous suggère, c'est de ne pas encore discriminer en fonction du score qui vous est rendu, mais plutôt, pour le moment, encore une fois, ça c'est vraiment temporaire, uniquement en fonction de la capacité de l'industriel à vous donner un score. C'est-à-dire de donner un petit bonus dans la pondération des critères, pour les industriels qui ont été en capacité déjà de délivrer un score, ce qui leur permet, eux, de les encourager à se mettre petit à petit dans la démarche. La deuxième solution, ce que vous pouvez faire également, c'est d'intégrer une clause d'exécution du marché, c'est-à-dire de demander aux lauréats, de faire le calcul de son score et de le faire vérifier durant l'exécution du marché. Ces 2 possibilités, ça nous assure que déjà, on ne discrimine pas en fonction de scores qui ne sont pas vérifiés, du coup, qui ne sont pas forcément fiables et surtout, ça incite l'ensemble des industriels à faire le calcul de leur score petit à petit. Donc là, on sait que comme on vient de commencer cette démarche, on n'a pas encore l'ensemble des scores sur l'ensemble des produits, sur l'ensemble des galéniques, mais c'est comme ça qu'à horizon 4-5 ans, on aura de plus en plus de scores et là, vraiment, on arrivera à discriminer évidemment en fonction des résultats obtenus et donc de la même manière qu'on le fait sur le prix, on pourra comparer les scores carbone et discriminer pour orienter le marché vers les produits les plus vertueux et les industriels qui ont le plus avancé, en tout cas, sur la transition écologique. Il y a un deuxième point qui est assez important pour nous, c'est qu'évidemment, tout ce travail-là, c'est une charge de travail qui est assez importante pour les industriels parce qu'on leur demande d'aller chercher des données qui sont assez précises. Nous, on va vérifier l'intégralité des données, on va mesurer, on va contrôler, les sites et cetera. Donc c'est un travail qui est conséquent. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est de prioriser pour le moment la liste des produits sur lesquels on intègre des scores. En fait, cette liste prioritaire, c'est la liste qu'on a transmise aux industriels et sur la base de laquelle on leur a dit: «Voilà, sur ces produits-là, l'ensemble des marchés français, l'ensemble des hôpitaux français» et donc c'est pour ça qu'on travaille avec l'ensemble des centrales d'achat, publiques et l'ensemble des hôpitaux publics, pour, intégrer vraiment, des critères carbone sur ces produits-là. Donc sur ces produits-là, les industriels sont au courant qu'on va leur demander des scores carbone et donc ils ont commencé à travailler. Si vous voulez commencer, à travailler aussi sur d'autres produits qui ne sont pas forcément dans la liste,
mais qui vous semble important, vous pouvez le faire. Ce qu'on demande simplement, c'est d'essayer de laisser un délai de préparation suffisant aux industriels parce que sinon, ce qui risque de se passer, et ça vraiment, c'est encore une fois, c'est temporaire, le temps que la démarche se mette bien en place. Ce qui risque de se passer, c'est qu'en fait, vous risquez de favoriser uniquement les industriels qui ont été capables de fournir un score. Et donc, c'est pour ça que nous, on fait cette liste-là. Cette liste, donc on l'a construite à partir de 3 critères qui sont, on a regardé évidemment quels étaient les médicaments les plus émetteurs ou quels étaient les médicaments qu'on consommait le plus à l'hôpital. On a regardé, on a vérifié qu'il n'y avait pas de situation de tension ou de monopole pour que évidemment l'intégration de ce critère, carbone puisse avoir de l'impact sur votre décision finale de marché. Et on a regardé aussi les produits pour lesquels on avait des capacités françaises et européennes et donc pour lesquels on sait qu'on a déjà des industriels qui sont un peu plus performants sur ce plan-là et qui vont pouvoir répondre à la demande. Ce qu'on vous suggère, nous, c'est de mettre une pondération à environ 10 de la note, pour que ça puisse avoir un impact sur la décision d'achat. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, c'est vous, donc c'est l'acheteur qui reste maître de la façon de pondérer, de la pondération qu'il veut mettre et donc évidemment sur quel lot il décide d'intégrer ce critère en fonction de vos contraintes, en fonction de, ce que vous êtes prêt à consentir également comme effort. Donc voilà, nous on vous suggère 10 mais vous êtes libre, de le faire. Ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de centrales d'achat qui commencent à y aller un peu progressivement avec des pondérations parfois un peu plus faibles et qui, voudront, augmenter dans le temps la pondération qu'ils donneront à ce critère. Je pense que voilà, il faut vraiment rentrer dans une démarche qui va s'établir progressivement. On n'a pas encore tous les scores, on va les demander, on va mettre des petites, pondérations. Là, les industriels commencent à comprendre qu'il faut qu'ils calculent, il faut qu'ils renseignent leurs données, il faut qu'ils demandent aussi à leurs fournisseurs de renseigner leurs données pour améliorer leur score. Donc, voilà, petit à petit, ça va se mettre en place et on aura des résultats de plus en plus, importants. Et justement sur cette partie résultats, donc on travaille évidemment avec, l'ensemble des acheteurs hospitaliers et nous, on a une vraie, demande à ce niveau-là. C'est qu'en fait, pour vraiment être en capacité de bien suivre, la mise en place de cette politique, déjà, on a besoin de créer une vraie synergie nationale. C'est-à-dire que, hem, il faut vraiment qu'il y ait un effort collectif pour, s'harmoniser sur ce qu'on demande aux industriels et éviter justement l'écueil où en fait, si chacun demande, quelque chose de différent à l'industriel ça démultiplie le travail et ça ne permet pas de se focaliser sur ce qui a de l'impact, réellement. Je pense que c'était dit, tout à l'heure aussi à l'inverse où, vous n'avez pas forcément la bande passante pour faire vous-même les analyses de ce critère RSE que vous demanderez à chaque industriel pour chaque lot et cetera, parce que c'est beaucoup trop de travail. Mais justement, je pense qu'à l'inverse, il faut aussi, se dire que si on arrive à s'accorder sur, voilà, qu'est-ce qu'on demande aux industriels et la façon de le demander, ça permet, d'éviter justement une tendance inflationniste et donc, de générer trop de travail pour l'industriel et de le permettre de se concentrer sur ce qui aura vraiment de l'impact. Et donc c'est aussi ce qu'on a fait, sur cette méthodologie-là et c'est aussi pour ça qu'on cherche à cadrer un petit peu les produits sur lesquels on demandera un score carbone. Et donc le 2e enjeu, c'est que du coup, pour bien mesurer l'impact de ce qu'on aimerait mettre en place et de ce qu'on est en train de mettre en place, nous, on est très, friands de partager de partager les informations avec vous et donc que vous puissiez nous faire remonter déjà, les marchés et les lots pour lesquels vous avez décidé d'inclure, un score carbone, la pondération que vous avez faite et les résultats que vous avez eus, c'est-à-dire, suite au dépouillement, est-ce que ça a influé votre décision d'achat? Est-ce que ça a eu de l'impact sur, un surcoût éventuel et cetera? Et après à terme, c'est ce qui nous permettra nous de regarder si ça a eu un impact aussi sur des critères qui sont, d'autres critères comme par exemple la qualité des produits. Est-ce que, ça nous a permis, collectivement de générer une déflation des émissions liées à notre consommation et c'est comme ça qu'on va progressivement améliorer petit à petit notre politique publique. Donc là-dessus, si vous êtes, intéressés, nous, on a transmis donc, un template aux CLAPS, donc, à l'ensemble des acheteurs publics, de produits de santé et on leur demande de remplir, ce template avec, donc leurs informations, donc c'est ce que je viens de vous dire, les marchés sur lesquels ils ont intégré ce critère et cetera et où est-ce qu'ils vont aller et comme ça, nous,
on essaiera de colliger pour mesurer un peu l'impact de cette politique publique et on ajustera le tir petit à petit de la mise en place de cette politique publique nationale. Voilà et je pense qu'un dernier point aussi, c'était juste de vous dire que, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent sur les dispositifs médicaux. On pense, nous, que c'est très important d'avoir, des données qui sont à chaque fois vérifiées et robustes, avant d'être intégrées dans les marchés pour éviter justement de mettre en place des discriminations RSE qui sont, souvent, bien fondées et qui partent d'une bonne intention, mais qui ne permettent pas de se concentrer sur des critères qui font réellement la différence et donc c'est pour ça qu'on travaille là, en ce moment, avec, les autorités de santé, donc avec la CNAM, la DGOS, et on travaille aussi avec les instances, européennes pour mettre en place, une méthodologie de score carbone sur les dispositifs médicaux. Elle sera à disposition d'ici, l'été 2026 et donc, de même que pour les médicaments, on pourra commencer à, inclure des scores carbone pour les dispositifs médicaux. On va également mettre en place tout un processus de vérification qui vous permettra d'avoir, vous, uniquement un résultat qui vous sera déjà, entièrement garanti par, cette double vérification en quelque sorte. Voilà, merci beaucoup à tous et donc moi je reste à disposition vraiment si vous voulez, rejoindre, l'effort collectif et faire partie de cet effort-là et nous permettre aussi de colliger le plus de données possible à l'échelle nationale, il ne faut pas hésiter à me contacter, notamment sur, LinkedIn et je vous transmettrai l'ensemble des informations et des documents dont vous aurez besoin. Merci à tous. Merci beaucoup, Charles Flau, pour cette présentation. Et effectivement, je pense que c'est important en termes de méthodologie de pouvoir intégrer des acteurs privés, en tout cas voilà, des acheteurs des cliniques et hôpitaux privés, je pense, dans la démarche. Et donc, vraiment, pour ceux qui sont autour de l'écran, n'hésitez pas soit à contacter directement Charles Flau ou à passer et par mon intermédiaire et je ferai le relais. Mais je pense que c'est très important. En tout cas, c'est vraiment, je pense, un outil qui a vocation vraiment à être appréhendé par l'ensemble des établissements et comme cela a été dit, hein, tout ça, ce sont des outils d'aide à la décision. Peut-être une question avant j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions posées. Donc, Charles, sur ce score carbone médicament, est-ce que les industriels auront une obligation de renseignement? Ou est-ce que Alors ça se fait sur du volontariat et ensuite, voilà, les enjeux concurrentiels feront que chacun viendra petit à petit à l'outil? exactement. Exactement, oui. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de renseignement. Il n'est pas prévu, en tout cas, on n'a pas intégré, dans ce LFSS, l'obligation de renseignement pour les industriels et donc l'obligation, c'est un peu, vous qui la mettez en place, si je puis dire, parce qu'au final, s'ils veulent continuer à conserver leur part de marché ou en gagner plus, si on intègre ce critère compétitif, c'est une obligation, de facto pour l'industriel de répondre aux exigences de leurs clients. Donc voilà, on compte un peu sur vous aussi pour, mettre en place cette obligation et par contre, je pense que nous, on n'a pas voulu le mettre, en obligation pour pas avoir un critère contraignant qui viendrait, contraindre la disponibilité des produits sur le marché et donc ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas rappelé, mais évidemment, c'est important d'intégrer ce critère carbone pour le demander et pour, faire en sorte que ça ait un poids dans la décision. Mais c'est important aussi et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on signale, ce critère n'est pas forcément un critère d'éligibilité, c'est-à-dire que, forcément, un industriel qui n'aurait pas donc fait son calcul, qui ne l'aurait pas fait vérifier serait pénalisé, mais pourrait quand même être lauréat s'il est vraiment plus performant sur l'ensemble des autres critères, du marché. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important et c'est pour ça que pour l'instant, on ne l'a pas voulu le rendre, obligatoire et qu'on reste voilà, c'est une façon de valoriser les industriels les plus avancés et c'est un peu grâce à vous qu'il est rendu, obligatoire, il est rendu contraignant. Ce que je comprends, c'est vraiment une démarche partenariale finalement qui va Exactement. s'auto-alimenter.
Une question posée par une participante à destination de Déborah Dahan. Comment avez-vous piloté votre démarche en interne, Déborah? Avez-vous constitué un groupe de travail? Comment suivez-vous l'évolution des indicateurs et du plan d'action? Via quelle instance? Merci. Alors, je vais répondre au travers de la coloration des achats CAP, qui est assez complète. Et c'est vrai qu'on s'appuie énormément sur cette coloration-là pour identifier les fournisseurs non labellisés à minima A, pour voir si effectivement, à un niveau économique, de qualité et de service équivalent, on peut trouver un fournisseur qui et plutôt sur un score un peu plus haut au niveau du label CAP. Merci Déborah. Je ne vois pas d'autres questions posées via le chat ou questions-réponses. Je vous laisse quelques instants pour poser vos questions si vous en avez. Peut-être, je ne sais pas si Nathalie ou Isabelle, Déborah ou Charles, vous vouliez rajouter quelques mots ou réagir aux différents outils proposés. Euh, moi, je vais réagir à ce que disait Charles. Charles, c'est vrai qu'on s'est vu à la journée des partenaires de Cap aussi, et c'est vrai que c'est une démarche. C'est une démarche qui est pas simple pour les fournisseurs, hein. On est nous en lien, comme vous le savez, avec plus de 600 fournisseurs, donc de tout secteur, hein, tout marché confondu. Donc sur la partie médicaments EDM, nous on s'est fait bien évidemment le relais du score médicaments carbone. Là j'entends en effet qu'il va y avoir sur la partie DDM, donc c'est une des questions qui nous est posée aussi par les fournisseurs, à savoir si en effet les DM vont être intégrés dans cette démarche. Donc j'entends là que c'est pour l'été 2026. Nous, on fait partie du CLAPS aussi, donc on a eu plusieurs fois la présentation et on en est ravis. Maintenant, effectivement, là, nous, on a de plus en plus de groupes de cliniques qui nous demandent so what, enfin voilà, quid de l'empreinte. On en a besoin. Hier, j'étais encore avec un groupe de cliniques en visio qui nous a demandé des éléments. Donc moi aujourd'hui, je ne peux pas donner des éléments à un groupe de cliniques qui le demanderait. Comment allez-vous faire aussi si jamais certains fournisseurs ne peuvent pas le faire? Hier, j'étais avec un fournisseur que je vais pas citer. Il me dit, moi, Isabelle, j'ai fait des ACV ou des scores carbone pour certains produits, mais j'ai tellement de produits dans mon portefeuille. Alors, j'ai vu qu'il y avait la liste des 18 molécules, mais j'imagine que derrière, là, il y a les injectables qui vont arriver, etc. Donc, il va y avoir d'autres produits. Euh, Quid des fournisseurs qui auraient du mal à se mettre en ordre de marche par rapport à ça, avec des échéances quand même au mois d'août 2026. Oui, complètement. C'était. C'est pour ça que je dis que c'est une mise en place qui est progressive, hein. De toute façon, on sait que évidemment, particulièrement pour les fournisseurs qui ont énormément de références, c'est un travail qui est important. Mais je pense qu'il faut aussi passer par là si on veut vraiment décarboner nos émissions et si on veut vraiment avoir de l'impact. Il va falloir à un moment mettre un peu les mains dans le cambouis et essayer de mesurer de façon très précise les émissions de chaque produit santé. Donc nous, c'est quand même un travail qu'on a réalisé pour simplifier au maximum ce qu'on demandait. On a vraiment axé les points sur deux postes d'émission qui nous semblaient essentiels, qui sont la formulation du médicament et la production du principe actif. Tout le reste est simplifié pour que justement éviter de demander éviter de générer une charge de travail trop importante pour les industriels. Mais je pense que si on veut avoir une discrimination basée sur une donnée fiable et une donnée robuste et vraiment être en capacité de valoriser aussi les industriels qui ont fait l'effort de travailler avec des chimistes pour améliorer leur procédé de synthèse, de Mhm. changer leurs solvants, de relocaliser leur approvisionnement, il faut passer par là. Et donc, il faut qu'on ait cette mesure précise et il faut que les industriels travaillent non seulement à la mesure, mais aussi à la façon de s'améliorer. Et Ouais. voilà, donc ça va se mettre en place petit à petit. Oui. Euh, c'est pour ça qu'on fait ces shortlists. Effectivement, elle sera étendue très prochainement à des produits injectables. Et ça se fera pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment un projet qui a vocation à se pérenniser et à se mettre en place sur le long terme. Et là, c'est pour ça que je parlais de ce qu'on peut faire temporairement avec des critères d'attribution,
une clause d'exécution pour vraiment l'inciter à le faire pendant l'exécution du contrat. Et donc, à horizon de 3, 4 ans, 5 ans, on aura beaucoup plus de score carbone. C'est quelque chose qui va se Mm. démocratiser. On aura l'habitude de le faire. Et dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus simple. Mais voilà. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, la démarche est tout à fait vertueuse, hein. Donc, nous, on s'est inscrit tout à fait. Et une dernière petite chose, effectivement, il y a une symétrie des intentions aujourd'hui, hein, et ça, il faut pas l'oublier, entre les fournisseurs et les établissements de santé. C'est-à-dire que tous les établissements de santé aujourd'hui ont conscience de cette démarche, se mettent dedans et veulent en effet avoir des choses assez simples, parce qu'on peut pas compliquer la vie déjà dans les établissements de santé. Je pense que c'est déjà assez complexe au jour le jour. Donc, on peut pas encore plus leur compliquer la vie. Donc, il faut qu'on arrive avec des outils, comme on vient le proposer, des outils, des solutions qui leur permettent de faire des achats. Et ils appuient sur un bouton et ils savent que, OK, le score carbone, il est fait, la coloration est faite, l'évaluation du fournisseur est réalisée. Voilà, il faut qu'on soit très, on va dire, qu'on mâche le travail en amont pour que derrière, ce soit beaucoup simplifié pour les établissements de santé. Enfin, moi, en tout cas, ça sera entre guillemets, la volonté que j'aurai par rapport à ça. Oui, et puis un enjeu de mutualisation, hein, c'est-à-dire Oui. Mmh. pas faire, enfin les établissements, euh, voilà, chaque établissement va pas refaire la même chose et donc pouvoir Mm. mutualiser évidemment parce que euh, sinon c'est un travail effectivement titanesque. Une question posée également par un participant sur l'obligation légale d'intégrer des critères RSE dans les achats liés à la santé. Charles, vous en faisiez référence et donc le participant souhaiterait avoir davantage de précisions sur cette obligation. Alors ça, pour le coup, ça concerne les acheteurs publics. Donc je ne sais pas si vous êtes concerné à la FHP, mais effectivement, il y a des demandes. Il y a notamment le plan national achat durable qui impose à tous les acheteurs d'intégrer dans 100% des marchés publics un critère RSE d'ici l'été 2026. Nathalie, je ne sais pas si vous Oui, vouliez tout à fait. compléter. Mm. Voilà, je confirme, c'est pour l'instant, la loi ne concerne que le public. Exactement, mais ça peut effectivement toujours être inspirant Ça n'empêche pas le côté privé de le faire aussi également, effectivement. Exactement. hospitalisation privée. Euh, eh bien, écoutez, je ne vois pas de nouvelles questions posées. Ah, si je... Voilà, merci. Bah, très bien. Au plaisir. Eh bien, écoutez, ce webinaire touche à sa fin. Un grand merci aux intervenants pour votre expertise et la présentation de ces outils. J'espère que ça aura été instructif et bénéfique pour les établissements qui ont participé à ce webinaire. En tout cas, c'est vrai qu'on avait déjà organisé un webinaire à la FHP sur les achats il y a maintenant 2-3 ans et on a vraiment tenu à angler ce nouveau webinaire sur les achats responsables autour des outils parce que comme l'a rappelé Isabelle ou Charles également, en fait, plus on aura des outils d'aide à la décision un peu clés en main, plus on aura de chances de voir se massifier en fait ces politiques d'achat responsables. En tout cas, on l'a vu, les achats constituent un levier majeur en termes de décarbonation du système de santé. Et effectivement, on l'a vu aussi, les actions sont possibles, des outils existent. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir. Un replay sera disponible dans les prochains jours. Et puis, les intervenants ont donné leur accord pour pouvoir diffuser leur présentation. Donc, vous pourrez aussi vous appuyer sur les présentations qui auront été diffusées cet après-midi. En tout cas, je vous souhaite une belle fin d'après-midi et une belle fin d'année, bien sûr, en attendant de se retrouver pour un nouveau cycle de webinaires RSE pour 2026. Et à cette occasion, j'allais oublier, n'hésitez pas à me faire remonter les sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans le cadre de ce cycle de webinaires 2026. On est vraiment là pour répondre à vos attentes et donc on s'attachera en tout cas à vous proposer des webinaires qui voilà, collent le plus à vos attentes et à vos besoins. Sur Merci beaucoup, ce, je Aurore. vous remercie. Merci. Au revoir et à Merci pour très l'invitation. vite. Merci Marie-Claire. Merci à Merci, au tous. revoir. Merci Merci à vous. Déborah.